Bonjour à vous tous qui vous êtes inscrits en si grand nombre. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire de la série Vignes et vins organisé par les conseillers de la table sectorielle horticole du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ces rendez-vous vous permettront d'apprendre et d'entendre des experts aborder différents sujets de la production viticole au Québec. Je me présente, Karine Bergeron, conseillère en viticulture et pomiculture en Montérégie. Je serai votre animatrice pour la prochaine heure. Je suis accompagnée par ma collègue Caroline Turcotte, agronome, conseillère en horticulture fruitière à la direction régionale de l'Estrie. Caroline sera responsable de la période de questions à la fin de la présentation. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui dans le cadre de cette présentation dont l'objectif est de vous sensibiliser à la problématique du fulgore tacheté, un insecte exotique envahissant aux portes du Québec. S'appuyant sur les résultats de recherche les plus récents, elle traitera des sujets suivants, soit l'identification de l'insecte, les risques qu'il représente pour les cultures dont la vigne, les méthodes de lutte disponibles et enfin, elle détaillera la marche à suivre en cas de capture d'insectes afin de prévenir toute propagation. Avant de laisser la parole à notre conférencier, j'aimerais vous indiquer quelques consignes à suivre pour assurer le bon fonctionnement de cette présentation. Le webinaire sera d'une durée de 60 minutes, dont 45 minutes pour la présentation et 15 minutes pour une période de questions prévue à la fin. Pour garantir une présentation fluide et optimiser les performances du réseau, vos caméras et vos micros sont volontairement désactivés. Nous vous informons que l'événement et la période de questions seront enregistrés. En participant à ce webinaire, vous acceptez que vos réactions le soient également. Sans plus tarder, débutons le webinaire. J'invite Jean-Philippe à ouvrir sa caméra et à partager sa présentation. Notre premier conférencier, Jean-Philippe Légaré, détient un baccalauréat en biologie et une maîtrise en entomologie obtenue à l'Université Laval. Depuis 2010, il travaille au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC, où il œuvre avec l'équipe d'entomologie sur une variété de projets en phytoprotection. Ces domaines d'expertise incluent l'identification des ennemis des cultures, qu'ils soient indigènes ou exotiques, ainsi que la surveillance phytosanitaire des terres agricoles du Québec dans le cadre du réseau d'avertissement phytosanitaire, le RAP. Il est également impliqué dans la diffusion de connaissances spécialisées en phytoprotection et contribue activement à plusieurs projets de recherche visant à améliorer la gestion des ravageurs, et à assurer la protection des cultures. Jean-Philippe, la parole est à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis ça me fait plaisir aujourd'hui de venir vous parler du fulgore tacheté. Puis en fait, peut-être que la majorité d'entre vous ont déjà entendu parler du fulgore tacheté ou savent un peu c'est quoi la problématique, tout ça, mais je vais quand même essayer de faire un portrait assez complet de ce qu'on sait maintenant du fulgore tacheté, qu'est-ce qui s'est passé depuis son arrivée, puis surtout, je vais essayer d'amener un peu des nouveautés ou des plus récents résultats de recherche qui sont sortis assez récemment, puis qui touchent directement le secteur de la vigne. Donc, avant de commencer, le fulgore tacheté, on le sait tous, c'est une espèce exotique envahissante. Donc, on parle souvent d'espèces exotiques envahissantes en agriculture et dans plein d'autres domaines. Mais en fait, c'est quoi une espèce exotique envahissante? Est-ce qu'on a tous la même définition? Donc, je trouvais important de peut-être rappeler que, en fait, une espèce exotique envahissante, c'est vraiment une espèce qui a été introduite par l'homme, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, sur un territoire qui est en dehors de son aire de répartition, puis qui finalement va entraîner plein de répercussions au niveau de l'écosystème, que ce soit au niveau des espèces indigènes, au niveau de toute la chaîne écologique, l'économie. Bref, je dirais les plus communs, ou ceux en fait, les plus communs, les plus connus, mais ceux qu'on oublie souvent. Par exemple, le chat domestique est une espèce exotique envahissante qui a plein de répercussions dans divers pays. Bon, le rat qu'on connaît bien, le moineau domestique aussi. Puis à partir de là, il y a un certain moment où ces espèces exotiques envahissantes deviennent aussi des espèces qu'on considère établies et qui sont peut-être, on pourrait dire qu'ils sont plus considérées comme exotiques envahissantes à un certain point quand leur établissement est fait depuis longtemps et que maintenant partie, si on veut, de l'écosystème normal d'un endroit. Ça, c'est une carte ici qu'on voit. C'est quand même intéressant parce qu'on voit le nombre de distribution globale des espèces exotiques dans le monde, qui a été publié en 2003. Puis ce qu'on voit, c'est que l'Europe et l'Amérique du Nord sont quand même les deux
endroits où il y a le plus d'espèces exotiques qui ont été répertoriées. Évidemment, peut-être qu'en Afrique, par exemple, on peut penser qu'il y a peut-être un peu moins d'efforts pour recenser toutes les espèces exotiques envahissantes. On voit quand même que l'Amérique du Nord et l'Europe sont quand même des régions où les espèces exotiques sont vraiment très, très fréquentes et présentes. Puis ça m'amène à vous amener un petit peu de statistiques au niveau des espèces exotiques. Là. En fait, ça serait 37 000 espèces qui auraient été introduites à travers le monde d'espèces exotiques. Donc, c'est quand même beaucoup d'espèces. Puis dans les données 2024, on évalue environ à 7,5 milliards de dollars l'effet économique annuel qui est lié aux espèces exotiques envahissantes en agriculture et en foresterie. Ce qui est quand même pas négligeable, et uniquement les plantes envahissantes en agriculture. Ça, c'est quand même une donnée qui date, mais en 2010, on évalue à 2,2 milliards de dollars les impacts économiques uniquement liés aux plantes envahissantes pour l'agriculture au Canada, ce qui est quand même massif. Puis ici, j'ai mis en bas là, des cas connus, puis je pense au Québec dans la dernière décennie. C'est principalement une des espèces en agriculture qui a retenu le plus notre attention au niveau de l'entomologie, du moins. C'est la Drosophile alitachetée qu'on voit ici au centre, qui a été une espèce qui est arrivée en 2010 et qui a changé complètement le visage, si on veut, de l'agriculture des petits fruits au Québec. Donc, on le vit quotidiennement, je pense, l'effet des espèces exotiques envahissantes sur nos cultures. Et finalement, pour finir avec l'introduction sur les espèces exotiques envahissantes, quand même un tableau qui est assez parlant. On voit là, depuis 1970 jusqu'à 2019 le coût estimé économique à l'échelle mondiale. Puis on voit là, qu'en 2019, on évaluait à 423 milliards de dollars l'effet des espèces exotiques, là, que ce soit sur les méthodes de lutte, que ce soit sur les pertes économiques aux cultures, les pertes dans d'autres domaines comme la foresterie, ou même les pertes associées à la santé humaine, si on pense par exemple à des espèces exotiques qui transmettent des maladies, des choses comme ça. Donc, maintenant, venons-en au sujet du fulgure tacheté. C'est quoi le fulgure tacheté? En fait, c'est un insecte qui nous vient d'Asie, Chine, ces endroits-là où cet insecte-là est indigène, c'est principalement la Chine, l'Inde, Taïwan, Vietnam, donc vraiment l'Asie. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, premièrement, pour un entomologiste comme moi, c'est vraiment un insecte qui est splendide, qui est vraiment super beau. Mais outre cela, on aurait tendance à penser que c'est un papillon, mais en fait, c'est un insecte qui fait partie de l'ordre des hémiptères, donc le même ordre que les punaises, que les pucerons. Donc, c'est vraiment un insecte piqueur-suceur. C'est ça, c'est pas un papillon, donc à ne pas confondre avec un papillon. Puis vous allez voir qu'il y a plusieurs ressemblances justement avec les punaises et les pucerons là, dans sa biologie et sa façon de créer des dommages, des choses comme ça. Si vous cherchez de l'information sur cet insecte-là, je vous recommande fulgure tacheté, c'est bon, mais en anglais, Spotted Lanternfly, il y a beaucoup d'informations au sujet de cet insecte. Donc, petite mise en contexte, le fulgure tacheté est arrivé aux États-Unis en 2014 en Pennsylvanie, ce qui est quand même relativement récent, un peu plus d'une dizaine d'années. Puis c'est établi vraiment rapidement sur la côte est, puis je vais y revenir, je vais vous montrer un peu l'évolution de la situation. Puis, il est considéré comme une menace pour la viticulture, la pomiculture, les pépinières, l'industrie forestière. Puis en fait, vous allez le voir tantôt aussi, c'est un insecte qui est très polyphage, donc peut se retrouver sur différentes cultures et différentes plantes. Puis plus spécifiquement au Canada, l'Agence d'inspection canadienne des aliments, donc la CIA, a réglementé cet insecte-là en 2018. Donc c'est maintenant, c'est ça, le fulgure tacheté est maintenant reconnu comme un insecte qui est réglementé au sens de la loi par l'Agence d'inspection des aliments, mais actuellement est considéré comme absent du territoire du Canada, malgré le fait, puis ça aussi je vais revenir, qu'il y a des captures de spécimens qui sont faits ici et là. Donc, les 2 premiers au Canada ont été faits au Québec en 2020, donc 2 spécimens morts qui ont été récoltés là, dans la région de Québec. Donc, avant d'aborder des sujets un petit peu plus précis là, par rapport à la vigne, tout ça, je vais faire un petit rappel là, sur le cycle vital, puis aussi peut-être la description des différents stades. Donc, le fulgure, c'est un insecte qui a une génération par année, donc ne va faire qu'un seul cycle annuellement. Si on commence par l'œuf, par exemple, qui est
le stade qui va passer l'hiver. L'œuf va avoir, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais va être présent. Puis là aussi, je mentionne que ce cycle-là vient de données qui ont été faites à partir des captures qui sont faites justement sur la côte est américaine. Donc, les dates, les mois qui sont affichés pourraient quand même varier un petit peu là, au Québec. Donc, mais sensiblement, on voit que l'œuf va être, mettons, de l'automne au printemps, c'est le stade de l'œuf. Puis quand les conditions vont être propices, les larves vont émerger des œufs et le stade larvaire va quand même perdurer jusqu'à une bonne portion de l'été, fin de l'été, début de l'automne. Puis il va passer 4 stades larvaires pour finalement avoir des adultes vers la fin de l'été ou à l'automne qui vont pondre des œufs et le cycle continue. Donc, plus précisément, là, on a vu des petits schémas, mais voici à quoi ressemblent les œufs. Donc, comme je l'ai dit, c'est le qui va passer l'hiver principalement sur les arbres. Donc, les œufs sont pondus. On voit les petits grains qu'on voit qui ressemblent à des graines de lin, par exemple. C'est des petits œufs qui mesurent environ 2 mm de long. Ces œufs-là sont pondus en masse de plusieurs œufs et vont être recouverts d'une genre de substance sureuse qui va sécher avec le temps, qui peut aussi s'effriter selon les intempéries, tout ça. Mais les masses d'œufs, sensiblement, ressemblent un peu à ce qu'on voit là en haut à droite. C'est comme un peu le classique de la masse d'œufs du fulgure tacheté. Puis qui pourrait être quand même confondu avec les masses d'œufs, par exemple, de certains papillons qui font des masses d'œufs, je pense à la spongieuse, qui font des masses d'œufs qui ressemblent quand même à ça. Donc, c'est ça, il faut faire attention à ne pas confondre les masses d'œufs avec d'autres masses d'œufs qui pourraient se retrouver dans l'environnement. Et ces masses d'œufs-là vont être pondues sur à peu près n'importe quelle surface, principalement verticale. Donc, le fulgure tacheté, oui, il va pondre sur les plantes hautes, les arbres, tout ça, mais il y a une affection particulière sur les surfaces poreuses, par exemple. Des surfaces métalliques rouillées qui sont vraiment très poreuses vont être grandement appréciées. Donc, à ce moment-là, on peut penser à des surfaces des camions, des roulottes. Donc, ça peut pondre vraiment sur n'importe quoi. Puis, vous allez le voir, c'est un peu une des choses qui fait que c'est une espèce qui se propage assez rapidement. Les stades larvaires, il y a 4 stades larvaires. Les 3 premiers stades sont noirs et blancs, là, celui qu'on voit au centre et à droite. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est ça, ça mesure pas très gros au début. Puis à maturité, les larves rouges, c'est les larves du dernier stade, vont avoir environ 15 mm de long. Donc, c'est quand même aussi même les larves sont quand même assez cute. Et maintenant, le stade adulte, je vous l'avez vu déjà, se caractérise quand même, est assez caractéristique par des ailes antérieures qui sont beiges avec des points noirs et les ailes postérieures qui ont du rouge assez éclatant. Puis j'ai mis des photos aussi sur les ailes fermées pour qu'on voit à quoi ça ressemble plus si on voit cet insecte-là sur une plante, les ailes fermées. Donc on voit que le rouge est plutôt discret. Puis on voit aussi là, sur le côté des têtes, de la tête, il y a comme deux tubercules oranges aussi qui sont assez caractéristiques de cette espèce-là. Puis mentionner qu'il n'y a aucune autre espèce de la famille des fulguridés qui est présente au Canada. Donc, c'est la seule espèce appartenant à ce groupe-là qui est présente là, on va dire aux États-Unis, puis au Canada, il n'y en a aucune actuellement. Puis la comparaison en termes de grandeur des différents stades, donc on voit que le premier stade est assez petit et puis on se développe. Puis le fulgure tacheté, quand même, d'une assez bonne grosseur. Là, on parle d'environ 25 mm pour le corps. Donc, c'est quand même un insecte qui est assez imposant et assez massif. Et pour ce qui est des dommages, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un insecte qui fait partie du même ordre que les pucerons, les punaises. Donc, c'est qu'il y a un ROS, donc qui va aller piquer le système vasculaire des plants et qui va sucer la sève. Donc, que ce soit les stades larvaires ou les stades adultes vont se nourrir sur les plantes. Et ce qui est intéressant, c'est que les larves vont aller plus sur des tissus qui sont tendres, des feuilles, des pétioles, des choses comme ça, alors que les adultes vont aimer davantage les tiges ou même l'écorce, les tiges, les troncs des arbres sont capables de percer à travers le tronc et aller chercher la sève. Puis ce que ça va causer, c'est souvent, il va y avoir des écoulements de sève sur les plants qui vont pouvoir être observés. Et aussi, si vous connaissez les pucerons, vous savez que des pucerons, ça fait du miel. Donc, les pucerons, leur excrément, ça se trouve à être principalement de la sève concentrée. Donc,
un liquide sucré. Ben, le Fulgure fait exactement la même chose, mais imaginez un puceron qui a 1 mm qui fait du miella versus un Fulgure qui a 2,5 cm qui fait du miella. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de miella. Et quand on sait que les adultes, principalement, vont faire des essaims, donc vont se regrouper sur des plants, à ce moment-là, ça crée aussi une grosse problématique de miella. Donc, tout le jus sucré qu'ils vont produire vont tomber sur les plants, ce qui va entraîner de la fumagène, des choses comme ça. Vont tomber aussi sur le sol, vont favoriser la croissance de moisissures. Puis, c'est ça qui est considéré comme quand même un effet qui peut aussi entraîner d'autres problèmes au niveau des plants. Autre que l'alimentation directe. Puis, je l'ai mentionné vaguement tantôt, mais c'est une espèce qui est très polyphage, donc peut se retrouver sur différentes plantes. Et aux États-Unis, elle se retrouve beaucoup, beaucoup en milieu urbain. Donc, on voit des photos là, qui ont été prises justement en Pennsylvanie, à droite. Ben, on voit qu'il y en a beaucoup. On voit même que ça fait de la sciure par terre. Donc, en perçant l'arbre, il y a vraiment du bois qui tombe de l'arbre. Et ce miel-là aussi va tomber par terre, va tomber sur les. Si vous avez une voiture de stationner sous un arbre, ben, votre voiture va être beurrée. Donc, ça crée aussi beaucoup de nuisances au niveau des habitations et de désagréments. Donc, pour ce qui est de la propagation, c'est une carte, c'est une petite animation que j'ai faite là, à partir des données sur eNaturalist, qui se trouve être un site où de sciences citoyennes, si on veut, où les gens peuvent déposer leur observation de spécimens qu'ils ont fait. Puis c'est la seule place où j'ai été en mesure de faire une carte qui montre un peu l'évolution depuis l'arrivée du Fulgure aux États-Unis. Donc ici, ça commence en 2015. Et on voit là qu'en 2016, 2017, donc les années passent, on voit que l'établissement s'est étendu assez rapidement pour en arriver finalement à aujourd'hui. Donc, on voit quand même que l'établissement s'est fait assez phénoménal, moi je trouve, là, pour un insecte de se déplacer aussi rapidement que ça et aussi intensément que ça, et de se rapprocher aussi de plus en plus de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Comment a fait le Fulgure pour se déplacer? Oui, c'est un insecte qui a des ailes, qui est connu quand même pour être capable, mettons, sous certaines circonstances, de s'envoler dans les courants puis de faire une certaine distance, mais ce n'est pas non plus un insecte qui est considéré comme migrateur, qui va voler, partir, puis s'élancer sur de longues distances. Donc, la propagation du Fulgure, c'est vraiment fait par le transport par l'homme. En fait, c'est l'homme qui a transporté principalement le Fulgure. Donc, les larves ont une tendance à s'accrocher sur les véhicules. Je l'ai montré tout à l'heure, les œufs peuvent être pondus aussi sur les véhicules, sur les roulottes. Donc, quand l'avènement du Fulgure est arrivé aux États-Unis, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Il y a eu des pancartes qui ont été sur le bord des autoroutes, comme on voit en bas à gauche. Ils ont même dressé des chiens pour être capables de dépister le Fulgure. Entre les comtés en Pennsylvanie, ils mettaient des arrêts ou des zones de quarantaine où les camionneurs devaient s'arrêter. S'ils quittaient, par exemple, un comté qui était connu comme infesté vers un comté qui n'était pas infesté, ils devaient s'arrêter, faire inspecter leur camion pour s'assurer qu'il n'y avait pas de Fulgure et tout ça. Donc, ils ont vraiment. Ça a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aux États-Unis pour tenter de contrer l'invasion du Fulgure tacheté. On en a même parlé beaucoup dans les médias aux États-Unis. Donc, on voit là ici, ça c'est une revue pour les camionneurs qui disait qu'une créature envahit les États-Unis et attaque l'industrie du camionnage, une régulation, des règles de quarantaine pour les chauffeurs de camions, des choses comme ça. Ils ont même fait un sketch au Saturday Night Live aux États-Unis, ce qui est quand même. Moi, j'ai jamais vu de sketch au Saturday Night Live qui parlait d'un insecte. Donc, il y avait quand même un comédien déguisé en Fulgure tacheté. Donc, ils ont vraiment mis le paquet pour tenter de sensibiliser les gens à cet insecte-là. Et force est d'admettre que ça n'a pas très bien fonctionné parce que voici, ça c'est la répartition officielle aujourd'hui aux États-Unis. Donc, ça, c'est tous les comtés qui sont infestés dans différents. Et on voit quand même que ça s'est propagé quand même beaucoup vers l'ouest et vers le nord. Puis là, si on regarde la pointe de l'Ontario, la pointe sud de l'Ontario, on voit quand même que l'Ontario est rendu pas mal entouré de comtés infestés de Fulgure tacheté. Donc, ici, c'est une autre
carte qui montre les triangles orange et les triangles mauves. Je ne ferai pas vraiment la distinction. Là, c'est des observations versus des interceptions. Ça, c'est une carte qui est mise à jour par la CIA, l'Inspection des aliments, qui montre les observations et interceptions faites au Canada. La distinction est pas très importante. En fait, une observation, c'est quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas été capables de prouver ça hors de tout doute, mais avec un spécimen. Donc, ils n'ont pas eu de spécimen, c'est quelqu'un qui a envoyé une photo, mais ils sont sûrs. C'est sûr que c'était du fulgure. C'est juste qu'ils n'ont pas le spécimen entre les mains versus les interceptions qui sont des cas où on a un spécimen validé entre les mains. Donc, c'est pas une grosse, c'est pas vraiment important de faire la distinction, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même eu plusieurs observations ou interceptions au Canada depuis, ça c'est donné depuis 2022, si je me rappelle bien. Puis si on zoome au Québec, et on voit aussi l'Ontario, il y a quand même plusieurs cas qui ont été rapportés en Ontario, au Québec. Puis il y a même eu des cas de vivants. Donc, ceux que je pointe, c'est les cas où il y a eu des spécimens vivants qui ont été détectés. Donc, à Montréal, il y a une nymphe en 2025, donc une larve qui a été détectée sur une. C'était pas vraiment à Montréal, là, c'était une petite île, si je me rappelle bien, c'était une petite île dans le. euh, pas loin de Montréal, je pense que ça fait partie de Montréal, mais bref, en tout cas, dans la région de Montréal. Il y en a eu à Waterloo en 2023, à Saint-Bernard-de-la-Colle, qui se trouve être un poste frontalier. Il y a beaucoup de quelques interceptions qui ont été faites là, dont des spécimens vivants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on trouve un spécimen vivant d'une espèce à quelque part au Canada qu'on considère que l'espèce est présente. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut vraiment prouver que, soit qu'on a deux spécimens vivants dans un environnement naturel extérieur, ou qu'on trouve une population établie pour vraiment dire que l'insecte est présent et établi sur un territoire. Donc, actuellement, malgré les observations et interceptions qui ont eu lieu au Canada, on considère que le Canada est exempt du fulgure tacheté. Mais ce qu'on voit, c'est quand même assez inquiétant parce qu'il en rentre. Puis principalement, il en rentre par les méthodes, le transport, le commerce, ou les gens qui reviennent de voyage. Donc, la plupart des cas qu'on voit là, c'est soit relié au commerce ou soit relié à des gens qui revenaient de voyage et qui ont trouvé, par exemple, un spécimen mort ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est juste ces observations-là. Donc, on voit en 2025 qu'il y a eu 25 observations ou interceptions de spécimens qui ont été faits à l'échelle du Canada. Puis on voit au Québec, c'est la proportion qui est enfoncée. Puis ce qui est important de voir ici, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une augmentation des observations, en tout cas, tendance, ça a diminué en 2024, mais on voit quand même qu'il y a une tendance vers l'augmentation du nombre d'interceptions / observations au Québec et au Canada. Donc, ça, c'est un peu le topo de la situation actuelle, comment ça s'est passé, tout ça. Donc, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que le Québec est propice à l'établissement du fulgure tacheté? C'est quoi les risques pour les cultures et principalement dans le cas ici présent de la vigne? Ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, je vais aborder différents sujets, dont les plantes hôtes, le climat. C'est comme les deux sujets, je dirais, les plus importants, je pense, à mon avis, à considérer là, pour ce qui est de l'établissement du fulgure tacheté sous nos conditions ici au Québec et dans nos cultures. Donc, premièrement, les plantes hôtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôte de prédilection du fulgure tacheté, c'est l'élande glanduleux, qui se trouve être une espèce aussi, qui est une espèce exotique, qui est je ne sais pas je me rappelle pas dans quelle année ça a été introduit en Amérique, mais c'est une espèce aussi qui vient d'Asie, qui vient des mêmes endroits où le fulgure tacheté est indigène. Et cette plante-là est introduite et c'est réparti vraiment beaucoup en Amérique du Nord, mais principalement aux États-Unis. Donc, ça ressemble beaucoup à un vinaigrier ou encore peut-être à un noyer, mais c'est vraiment une autre plante. Puis, j'en parlerai pas plus davantage que ça. Ben, je vais en reparler, mais je ne parlais pas de son identification haute parce qu'en réalité, au Québec, il n'y en a pratiquement pas. Même au Canada, c'est vraiment faible. La proportion c'est principalement dans le sud de l'Ontario où il y a de l'élande glanduleux ou en anglais le Tree of Heaven qui est présent. Et cette plante-là, au Québec, on aurait, je dirais,
pense qu'il y a 2 spécimens répertoriés ou 2-3 spécimens répertoriés au Québec, dont un sur l'île de Montréal, puis un autre sur une petite île à quelque part. Donc, c'est pas un gros enjeu pour nous, les langues glanduleux. Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est le fulgure, il est quand même bien tombé en arrivant en Pennsylvanie, ou il s'est développé là parce qu'il est arrivé puis il y avait de l'élan glanduleux, mais on voit que où l'infestation a eu lieu aux États-Unis, il y avait sa plante de prédilection qui était déjà présente, ce qui a grandement favorisé, puis c'est assez reconnu que le fait que l'élan glanduleux était présent aux États-Unis où l'insecte est arrivé, c'est sûr que ça a favorisé son établissement. Les autres plantes hôtes, je l'ai dit, c'est un insecte qui est vraiment polyphage, donc ça peut se retrouver, là, je pense que c'est au-dessus de 170 plantes hôtes qui sont répertoriées pour cet insecte-là. Ceux qui nous intéressent, bon, dans les cultures fruitières, vignes, pommes, prunes, cerises, et aussi le houblon, ou culture fruitière, mais bref, vous comprenez un peu, c'est les cultures qui seront le plus à risque au Québec. Et il y a toutes les cultures ornementales aussi ou forestières, donc l'érable, le chêne, le peuplier, noyer, saule. Donc, la liste est quand même assez longue pour ce qui est des plantes hôtes de cet insecte-là. Puis il y a eu évidemment plusieurs recherches qui ont été faites sur les plantes hôtes. En décembre 2020, ça c'est les connaissances en 2020 qu'on avait, qui est en fait, là, pour résumer ce tableau-là, c'est quand même assez simple. Si on voit une liste d'espèces, puis je pourrais vous les traduire, désolé si c'est en anglais. Puis ce qui est important de voir dans cette figure-là, c'est la dernière colonne. Donc, est-ce que cette hôte-là permet le développement du premier stade jusqu'à l'adulte? On voit que les premières lignes, c'est ceux qui sont à oui, à yes. Donc, dans les plantes, on voit le premier qui est le Tree of Heaven, qui est l'élan glanduleux. Évidemment, c'est sa plante de prédilection, donc oui. Mais sinon, les autres plantes d'intérêt qui sont dans ça, qui ont de l'intérêt pour nous au Québec, je dirais, il y a le houblon, qui semblait être une plante qui était intéressante, et le noyer noir. Si on regarde la vigne que j'ai mis en jaune, en 2020, la vigne, selon les études qui avaient été faites à ce moment-là, ne permettait pas le développement du premier stade larvaire jusqu'à l'adulte, donc n'était pas un hôte qui était souhaitable pour uniquement se développer sur la vigne. Ce qui fait aussi que c'est pour ça que son établissement s'est bien fait aux États-Unis, parce qu'il y avait de l'élan glanduleux pratiquement partout où le fulgure voulait s'établir sur la côte est américaine. Ensuite de ça, il y a eu d'autres études, évidemment, parce qu'aux États-Unis, vu que c'est une problématique majeure, sinon la plus grande problématique, je dirais, entomologique là, dans les dernières années, il y a eu projets de recherche dont je vais vous présenter quelques résultats dans quelques instants. Mais en gros, ce qui a changé, c'est qu'en 2026, selon les nouveaux résultats, le nom qui était associé à la vigne pour ce qui est du développement de tous les stades sur la vigne, il est changé en oui. Donc, actuellement, les connaissances tendent plus à montrer que oui, la vigne pourrait être une culture qui permettrait le développement complet du fulgure tacheté de la larve, de l'œuf jusqu'à l'adulte et de faire son cycle au complet. Et je ne l'ai pas mentionné, mais le noyer noir, lui, serait moins intéressant que ce qui avait été précédemment mentionné là, dans la littérature. Puis pour montrer ça, j'ai sorti une étude qui a été faite en 2023. Puis là, c'est à prendre avec des pincettes ces résultats-là que je vous dis, parce que c'est quand même des résultats. C'est quand même difficile de tester des plantes hôtes pour de limiter un insecte à uniquement se nourrir sur une ou une combinaison de plantes hôtes, à moins de le faire en laboratoire. Puis c'est ce qui a été fait dans cette étude-là. Donc, ils ont soumis des différents stades de fulgure tacheté. Puis ils ont aussi parti des œufs puis ils ont en cage, donc ils ont donné soit une plante ou une combinaison de 2 plantes au fulgure pour voir c'était quoi son taux de survie, donc sa probabilité de survie qu'on voit l'axe des Y par rapport au temps sur lequel il se nourrit sur cette plante-là. Donc ça a été fait en laboratoire sur des jeunes plants, donc c'est pas garantie que c'est pas, mais ça donne quand même une bonne idée de ce qui pourrait ressortir. Puis ce qui nous intéresse ici, c'est en fait la ligne en gris, qui est la ligne pleine grise, qui se trouve être
des fulgures qui ont été élevés à partir de l'œuf sur de la vigne pure, juste de la vigne. Et la ligne, c'est principalement cette ligne-là. Puis après ça, on a des combinaisons. Donc, vigne, on a du noyer, pomme. Donc, on voit vigne, pomme, vigne, érable. Puis le THO, c'est le Tree of Heaven, donc les landes glanduleuses. Donc, on voit que la meilleure combinaison qui a donné le plus long taux de survie le plus longtemps, pendant 200 jours. Donc, c'est clairement la vigne et le Tree of Heaven, les landes. Par exemple, en deuxième position, on voit la combinaison vigne-vigne. Donc, la vigne a vraiment bien performé, puis les insectes se sont développés pendant quand même une bonne portion de temps et ont été capables de compléter leur cycle au complet en ayant accès qu'à de la vigne. Encore là, ils ne sont pas dans un environnement naturel, ils ne sont pas soumis à des conditions, à des conditions environnementales hautes, ils n'ont pas d'autres plantes à proximité, donc ça prend avec des pincettes, mais on voit que cette étude-là a quand même montré que la vigne pouvait théoriquement être un hôte qui permettait le développement. Donc, c'est ça, le cas de la vigne, bon, ça, c'est ce que je viens de montrer. Puis ça serait possiblement la seule culture, en fait, au Québec, actuellement, selon les connaissances, qui permettrait d'un bout à l'autre, juste sur cette culture-là, à prendre avec des pincettes toujours, qui permettrait le développement de tous les stades. Même le noyer noir n'a pas bien performé, l'érable non plus, la pomme non plus. Donc, toutes ces autres cultures-là ne pourraient pas supporter uniquement sur ces cultures-là, ne pourraient pas supporter le développement du fulgure. Donc, ce qui n'est pas on va dire, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour la vigne. Ce que ça a montré, il y a d'autres études en 2020 qui ont montré une réduction de croissance des vignes qui pouvait atteindre 90%. Puis en 2022, il y a une autre étude qui a été publiée qui était spécifiquement sur la vigne. Puis ces études-là ont principalement tous été réalisées là, en Pennsylvanie ou sur la côte est américaine où ils ont des fulgures tachetés, où ils peuvent, où ils ont un intérêt à faire beaucoup de recherches à ce sujet-là. Puis l'étude de Harner en 2022 montre quand même que la vigne a quand même une assez bonne tolérance. En fait, les populations faibles à moyenne, on parle de jusqu'à 60 individus par vigne, ce qui est quand même des bonnes populations. Ça avait peu d'effet sur je dirais pas le rendement, mais ça avait peu d'effet sur la plante elle-même. Donc, la plante semblait bien survivre et encore là, c'est quand même récent à long terme, on ne sait pas, mais là, je vous dis les résultats qui sont récents quand même. Puis, des populations plus élevées de 70 à 200 par vigne, ça engendrait des perturbations importantes puis qui pouvaient nécessairement, éventuellement mener à la mort du plant. Par exemple, là, il y a une nuance à faire. Il reste encore beaucoup de recherches à faire sur la vigne au niveau de la qualité du vin, de la qualité de tous les paramètres qu'on veut aller chercher pour faire un vin de qualité, tout ça. Je n'ai pas trouvé de données sur ça, puis je ne pense pas qu'il y en a encore. Mais sur la survie de la vigne, c'est que ça prend quand même des fortes populations pour affecter la survie des vignes. Maintenant, ça, c'était le point pour les points de vue les nouveautés ou les mises à jour sur les cultures. Donc, ce qu'il faut retenir pour les cultures, c'est vraiment la vigne semble être un autre quand même intéressant pour le fulgure. Les landes glanduleux aussi, mais heureusement, on n'en a pas ici au Québec. Donc, il reste que dans un environnement où on aurait plusieurs cultures, la vigne est peut-être à risque, mais il manque peut-être qu'il pourrait quand même manquer d'autres cultures pour permettre son développement, mais ça, c'est dans l'hypothétique. Donc, c'est ça pour les cultures. Maintenant, pour ce qui est du climat, de la favorabilité de l'habitat lui-même, ça, c'est aussi des données qui avaient été publiées là, en 2020. Donc, c'est des données qui sont uniquement basées sur la température. Donc, sur des modèles climatiques ou autres, ça montre en rouge les endroits où ce serait plus favorable pour l'établissement du fulgure versus moins favorable en blanc. En blanc, c'est aucunement favorable. En vert, c'est un peu favorable. Jaune, vous comprenez. Donc, on voit que où le fulgure est arrivé, encore une fois, il est arrivé comme au bon spot sur la côte est américaine où tout était là, les landes glanduleuses étaient là, le climat était là, donc c'était parfait pour lui. Puis on voit qu'il est
ce qu'on voit aussi sur l'établissement puis la propagation du fulgure, ça suit exactement la portion qui est en rouge. Donc, on voit la pointe de l'Ontario qu'on voit. Bien, effectivement, le contour de la pointe de l'Ontario est rouge, puis c'est là qu'on voit qu'il y a du fulgure qui s'installe à proximité du Canada, puis on voit que ça se déplace vers l'ouest. Donc, c'est quand même, ça fit pas mal. Si on s'approche un petit peu plus du Québec, on voit que le Québec, en règle générale, n'est pas très favorable, sauf malheureusement le sud du Québec puis la vallée du Saint-Laurent où on voit qu'il y a des petites portions qui sont un peu jaunes, il y a même des petites portions en rouge. Donc, il y a quand même, selon les modèles climatiques basés sur la température, il y a des zones au Québec qui pourraient être intéressants là, selon ces données-là. Mais encore là, ce modèle-là, il n'est pas tant en compte, un petit peu, mais pas beaucoup en compte tout ce qui est de la tolérance au froid. Ce qui est comme je dirais le point crucial pour est-ce que le fulgure peut s'installer ici au Québec, c'est clairement le froid, puis c'est souvent une des raisons pourquoi il y a plusieurs espèces qui ont de la misère à s'établir ici au Québec. Ben, le froid nous sauve quand même, puis est un allié à ce niveau-là. Donc, ça, je vous présente des résultats qui ont été publiés en 2025, donc c'est tout récent, puis qui ont été faits par une équipe à Sault-Sainte-Marie en Ontario, donc une équipe qui travaille pour le Service canadien des forêts, donc une équipe au fédéral, qui se sont penchés sur la survie hivernale du fulgure tacheté. Donc, c'est des résultats tout récents qui sont bien intéressants. Donc, je rappelle, le fulgure tacheté va passer l'hiver au stade d'œuf. Donc, c'est vraiment l'œuf qui tombe en diapause, qui a un arrêt métabolique et va tomber en dormance, si on veut. Et la stratégie de survie au froid du fulgure, et qui est une stratégie qui est utilisée par plein d'autres insectes, c'est de trouver un moyen d'abaisser son point de surfusion. Le point de surfusion, ou en anglais le supercooling point, ça se trouve être le point où la glace se forme dans les tissus et brise les tissus et crée la mort de l'individu. Donc, plus notre point de surfusion est bas, plus on peut tolérer des températures basses avant qu'il y ait de la glace qui se forme dans notre corps et qu'on en meure. Et les résultats qui ont été démontrés dans cette recherche-là, c'est que contre toute attente, je dirais, ou en tout cas surprenamment, le fulgure a vraiment un point de surfusion qui est quand même très, très bas. Donc ici, c'est des œufs qu'ils ont pris, ils ont extrait des masses d'œufs de l'environnement qui avaient été acclimatés, donc il y avait une acclimatation. Ils n'ont pas pris de 25 puis les mettre tout de suite au froid. Ils ont quand même eu une acclimatation pour simuler un environnement naturel, si on veut. Puis ils ont pris ces œufs-là, puis ils ont regardé à quelle température la glace se forme à l'intérieur des œufs par différentes techniques de laboratoire. Et ce qu'ils ont montré, c'est quand même que le point de surfusion se situerait entre moins 17 degrés Celsius et moins 27 degrés Celsius. Donc, la moyenne des résultats qu'ils ont eu, c'est que le point où l'œuf meurt, c'est moins 25 degrés Celsius. Donc, c'est quand même pas mal bas, qui est quand même pas mal froid. Bon, ça, c'est une des choses qu'on a montré dans cette recherche-là. Mais il y a aussi toute une question de le temps d'exposition au froid. Fait que là, dans cette même étude-là, ils ont soumis des œufs. Le graphique à gauche, c'est peut-être un peu compliqué, mais en gros, ce que ça montre, c'est qu'ils ont pris des œufs, puis ils les ont soumis à différentes températures, donc de moins 25, moins 22,5, moins 20, moins 15, moins 10, moins 5, puis 0 degrés Celsius, pendant des périodes de temps différentes, donc de 1 heure, 12 heures, 10 jours, puis 15 jours, puis on regardait c'est quoi le taux d'éclosion des œufs à la suite de ces traitements-là. Et ce qu'on voit à droite, c'est que si on expose pendant 1 heure à moins 5, on a quand même une bonne survie. Donc, ici, la courbe, le pointillé, c'est comme la moyenne des œufs qui n'ont pas été exposés, la moyenne d'éclosion. Donc, c'est un peu notre base de référence. Donc, on voit qu'1 heure à moins 5, on a quand même une bonne éclosion. Puis plus on expose à des températures froides, évidemment, plus on a de la mortalité et moins on a d'éclosion. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 15 jours, à moins 10, on a quand même un bon taux d'éclosion. À moins 15, pas beaucoup, mais ce que ça montre, en fait, ces graphiques-là, puis là, on ne le voit pas nécessairement, mais ce que ça montre, c'est qu'il y a quand même, puis c'est logique, c'est qu'il y a un effet d'accumulation du temps. Donc, plus l'insecte est au froid longtemps, plus il va y avoir de la mortalité. Donc, on ne le voit pas, mais un des résultats, c'est qu'une nuit à moins 20 degrés
cause pas mal moins de mortalité que, par exemple, plusieurs jours à moins 15 degrés, ce qui fait quand même du sens. Puis finalement, ils ont regardé avec ces données-là, ils ont regardé, OK, où est-ce que ça pourrait être, où le fulgure pourrait ou ne pourrait pas s'établir. Puis encore une fois, c'est un graphique qui a de l'air un peu compliqué comme ça, mais la portion la plus intéressante, c'est la portion en bas. Donc, en haut, on voit les villes où il y a déjà eu du fulgure qui a été détecté dans les observations de l'Agence d'inspection des aliments. Et en bas, ici, on voit, à gauche, on voit, en fait, là, je vais essayer de l'expliquer, on voit les villes en bas. Donc, pour chaque ville, on regarde la donnée, la température minimale inférieure à moins 20, température minimale inférieure à moins 25, température minimale inférieure à moins 27, puis plus de 10 jours à moins 15. Puis la forme des points, ça montre l'occurrence. Donc, si on a un carré blanc, ça veut dire que ça arrive pratiquement jamais, 0 fois en 50 ans. Puis ça, c'est basé sur les données météo qui ont été récoltées depuis 1973. À tous les 10 ans, puis on voit les ronds bleu foncé, on va dire, plus de 10 fois par année. Donc, ça, c'est des événements qui arrivent souvent. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à Winnipeg, c'est ça, ça arrive souvent qu'il fait moins 20, souvent qu'il fait même moins 27, puis ça arrive quand même une fois 2 ou 4 ans qu'il y a 10 jours à plus de moins 15 en ligne. Puis là, on regarde, si le Québec, ici, on voit quand même qu'on a beaucoup de températures froides qui peuvent arriver à avoir des températures minimales qui descendent vraiment bas. Par contre, la différence avec, par exemple, Winnipeg, c'est que ça arrive, moi, j'étais quand même surpris de voir ça, mais selon les données météo, ça arrive pratiquement pas qu'on a 10 jours en ligne à moins 15. Puis, la conclusion de cette étude-là, finalement, c'est que parmi tous les endroits au Canada où le fulgure a été détecté jusqu'à maintenant là, observé ou intercepté, la seule place où, scientifiquement parlant, selon les données qui ont été prises dans cette recherche-là, la seule place où il ne pourrait pas s'installer, c'est à Winnipeg. Toutes les autres places, à un certain niveau, ça serait potentiellement possible que le fulgure soit capable de s'établir, principalement dans le sud du Québec, par exemple, et surtout le sud de l'Ontario. Ça serait quand même très possible que l'insecte s'établisse, soit en mesure de survivre, du moins parfois ou en partie, aux hivers québécois, ce qui est quand même une moins bonne nouvelle que ce qu'on pensait au début. On pensait que le fulgure n'avait pas une très bonne tolérance à l'hiver. Donc, ça, c'est les deux gros points que je voulais... Jean-Philippe, juste pour t'aviser qu'il te reste environ 5 minutes. Parfait. Donc, c'est ça, c'était les deux gros points que je voulais aborder. Puis sinon, le reste, c'est comme des choses quand même assez de base, mais que je voulais quand même faire un petit rappel. En gros, tu sais, actuellement, pour le fulgure, nous, au Canada, ce qui est important, puis au Québec, principalement, c'est de surveiller son arrivée, puis de faire une détection précoce pour mettre en place des méthodes de lutte en de détection. Puis, toutes les autres méthodes qui sont dit éliminer les autres de prédilection, ben, son autre de prédilection au Québec, ça serait principalement la vigne. Donc, on va dire que c'est peut-être pas très envisageable. Sinon, il y a des méthodes de lutte qui existent, des contrôles biologiques aussi. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'à chaque année, l'Agence d'inspection des aliments fait quand même un dépistage qui est assez soutenu et assez important. Donc, on voit là, les petits... je ne me rappelle pas. Il y a des pièges. Donc, les ronds, c'est des pièges. Les triangles, c'est des observations visuelles. Donc, à chaque année, ils ont un plan de dépistage qui vont dans des endroits jugés à risque, principalement des endroits où il y a beaucoup de déplacements commerciaux, des choses comme ça. Ils vont dans ces endroits-là, ils mettent des pièges. Ou encore, ils font juste des observations visuelles. Est-ce qu'on voit des signes du fulgure tacheté? Donc, l'agence fait un suivi assez serré pour le fulgure tacheté. Ça, c'est les sites là, au Québec. Je n'ai pas mentionné, mais des pièges, il n'y en a pas actuellement qui sont attractifs. Donc, les seuls pièges qu'on peut mettre, c'est des pièges autour des troncs qui font juste que les insectes se collent quand ils marchent dessus. Donc, pour faire du dépistage précoce, c'est difficile parce qu'on n'attire rien, on fait juste mettre un piège et espérer qu'il y a un fulgure qui passe dessus. Donc, c'est peu envisageable, je dirais, actuellement pour des producteurs, le MAPAC, de mettre ce type de dépistage-là. Juste vous dire que déjà 3 produits, là, mon collègue Mathieu Côté à ADP a travaillé avec ses homologues canadiens pour faire homologuer déjà des produits au Canada pour le fulgure tacheté. Donc, je ne suis pas un expert en produits, mais bref, il y a déjà des options qui seraient disponibles advenant la détection.
du fulgare. Puis il y a aussi d'autres choses qui sont en termes, qui sont en train de se discuter, je ne sais pas. Puis éventuellement, si jamais le fulgare arrivait ici, il y a toujours moyen de faire des homologations d'urgence, des choses comme ça, mais on ne peut pas faire d'homologation d'urgence avant que l'insecte soit déjà présent au Canada. La lutte biologique, si je vais passer vraiment vite, mais en gros, il y a des études qui ont montré qu'il y a quand même des champignons entomopathogènes qui sont présents naturellement dans l'environnement, qui causent des mortalités qui tournent aux alentours de 7 donc, c'est pas une grosse mortalité, mais c'est quand même quelque chose qui peut peser dans la balance éventuellement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça attaque de façon plus importante les adultes, donc ça pourrait quand même créer un débalancement dans les populations et mettons, on ne sauverait peut-être pas les dommages des nymphes, mais ça pourrait permettre éventuellement de limiter, par exemple, le stade adulte et limiter les prochaines générations. Donc, c'est des essais qui sont, pas des essais, mais c'est des études qui sont en cours. Là. Puis la prédation, ben, ça, je vais vous montrer, mais il y a aussi plusieurs prédateurs dans l'environnement qui se nourrissent du fulgare tacheté, dont les oiseaux, principalement les oiseaux, et d'autres arthropodes, notamment les araignées qui sont des bons prédateurs. Et dans une autre étude qui a été publiée récemment en 2025, ça a été testé en laboratoire avec des trucs qui sont disponibles soit commercialement ou facilement collectables dans l'environnement. Donc, en gros, des prédateurs qui sont dans l'environnement. Mais Podidus maculiventris, qui est la punaise soldat, là, j'ai mis des photos. Une espèce qu'on retrouve naturellement au Québec et qui est aussi une espèce qui est en vente commercialement, serait quand même un prédateur qui serait très efficace contre le fulgare tacheté, ce qui est quand même aussi une option qui pourrait éventuellement être envisageable dans des cas de, si par exemple, il y en avait puis qu'il n'y en avait pas beaucoup, des choses comme ça. Mais en gros, je vais finir sur ce message-là. L'important actuellement, puis c'est un peu là-dessus que travaille principalement le MAPAC, c'est vraiment la sensibilisation. Donc, d'informer les gens que le fulgare tacheté, ça existe, qu'on peut quand même le retrouver à différents endroits, que ce soit surtout, puis c'est qu'on peut le retrouver chez soi si on est allé aux États-Unis, par exemple, des choses comme ça. Donc, l'important, c'est vraiment, si on encourage les gens à prendre des photos, à en capturer s'ils envoient, à le signaler, que ce soit à nous, au labo, à Phytolab, à l'adresse qui est sur que vous voyez ici, ou à l'Agence d'inspection des aliments. L'important, c'est de le signaler. Du moment que c'est signalé, ben, surtout l'agence va aller voir est-ce qu'il y a une population établie, est-ce qu'il y a. Ça va faire une petite enquête pour voir est-ce que c'est un spécimen isolé ou autre. Puis si jamais ça vous intéresse, c'est l'affiche qui est à droite est disponible sur le site québec.ca, puis je pourrais vous l'envoyer aussi. On l'a en format affiche qui peut être, par exemple, mis dans un centre jardin ou mis sur votre entreprise ou des choses comme ça pour juste que les gens aient l'image en tête de réagir si jamais ils voient quelque chose qui ressemble à ça. Et ne pas confondre avec d'autres insectes. Donc, principalement les deux papillons qu'on voit, là, qui est des Catocala et aussi ici les Catocala et aussi le papillon tigre, le Virgin Tiger Moth, je ne sais pas c'est quoi son nom en français, mais bref, qui peut quand même avoir certaines ressemblances avec le fulgare tacheté, mais bref, c'est ça, c'est juste une petite diapo pour ne pas confondre, parce que ça arrive quand même souvent que les gens peuvent se confondre le fulgare avec d'autres choses. Et je termine avec un mot positif. En fait, il faut garder en tête qu'on a quand même plusieurs alliés au Québec, notamment le temps. Donc, le fait que les États-Unis, ça fait déjà quelques années qu'ils l'ont, fait qu'on le voit, il y a de plus en plus de recherches qui se fait, les méthodes de contrôle, les méthodes que ce soit contrôle chimique ou contrôle aussi de gestion intégrée de la vigne, tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font actuellement. Puis, c'est ça. Donc, le temps, plus ça prend du temps avant qu'on l'ait dans nos cultures ici, plus ça donne le temps ça donne le temps aussi aux ennemis naturels à trouver des méthodes de lutte alternatives, tout ça. Donc, le temps est quand même un de nos alliés contre le fulgare. Le climat aussi, malgré le fait qu'on a montré que théoriquement, il pouvait survivre à nos hivers québécois, il reste quand même que nos hivers sont difficiles. Puis, même si, oui, il peut survivre, je doute quand même qu'il survive à un aussi bon taux de succès que ce qu'on voit en Pennsylvanie, par exemple.
Puis je me doute aussi qu'on n'aurait pas nécessairement des aussi grosses populations, du moins au début. Je ne pense pas que les populations pourraient exploser, puis là, c'est une hypothèse, mais pourraient exploser de la sorte au Québec. Puis les autres, encore là, oui, la vigne peut théoriquement être un autre intéressant, mais il reste que dans l'environnement, on connaît moins bien l'effet, les combinaisons d'autres qui seraient possibles au Québec. Et ça se peut aussi que, c'est ce qui a été mentionné, que l'élan glanduleux joue quand même un rôle très important dans la. Puis peut-être que sans élan, peut-être que les populations pourraient, oui, survivre à un certain niveau, mais est-ce qu'ils seraient capables d'atteindre un niveau aussi problématique qu'aux États-Unis? Ça, c'est quand même à voir. Ça, c'est la littérature qui a été consultée pour la présentation. Et voilà, si vous avez des questions, merci beaucoup de votre attention. Ça va me faire plaisir de tenter d'y répondre. Merci Jean-Philippe pour cette excellente présentation. Nous allons passer maintenant à la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser la fonction lever la main pour poser votre question et ma collègue Caroline sera en mesure d'activer votre micro. Et vous pouvez aussi inscrire vos questions dans la section clavardage et nous leur répondrons après les questions verbales. Parfait. J'ai une première question de Fabien Gagné. Donc, Monsieur Gagné, je viens d'autoriser vous ouvrir votre micro pour poser votre question. Merci. Donc, c'est quoi les attentes là, auprès des producteurs si on voit un spécimen qui ressemble à ça? Est-ce qu'on doit le capturer vivant, mort, faire un prélèvement, traiter avant ou après avoir contacté le labo? Donc, finalement, quelles sont les attentes? La première chose, c'est un spécimen, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Là. Si vous êtes capable de récolter un spécimen, récoltez-le, puis vous pouvez l'envoyer au laboratoire ou contacter l'agence. Nous, peu importe qui vous contactez, l'important, c'est qu'on le sache. Puis, mais si c'est pas possible de le récolter parce que vous n'avez pas de peau, ben, une photo d'une bonne qualité, c'est quand même un insecte qui est facile à identifier. Donc, une photo, ça fait, mais c'est pas l'idéal, mais c'est ça. Ça serait nos attentes. Puis l'attente générale, je dirais, envers les producteurs et les conseillers autres, c'est plus de garder l'œil ouvert. C'est d'avoir en tête que ça existe, d'avoir puis de pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé de chercher le fulgure activement, mais si vous voyez quelque chose, de juste l'avoir en tête, de dire OK, ça c'est peut-être ça. Puis n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Même si vous avez quelque chose qui ressemble, pas tout à fait pareil, ce qui se peut très bien que ce soit d'autres choses. N'hésitez pas à soit récolter le spécimen, prendre une photo, nous contacter, nous l'envoyer par photo, puis ça va nous faire plaisir de faire un suivi avec vous. Très bien. Ce qui est facile à capturer, il y a des punaises, des fois, dès qu'on s'en approche, elles disparaissent. C'est pas un insecte qui est. En même temps, j'en ai jamais vu de vivant, mais je pense pas que c'est un insecte qui est très. Comment dire, elle ne va pas sauver tant que ça. Je pense que ça se capture assez bien. Mais ça serait une bonne idée de prendre une photo avant d'essayer de la capturer juste au cas. Okay. Monsieur Gagné, vous aviez une autre question dans le clavardage. Est-ce que vous voulez la poser? Ah oui, certainement. Selon les photos qu'on a vues, l'insecte, il semble s'installer principalement sur l'écorce, les surfaces brunes. C'est là qu'on doit orienter nos recherches ou les feuilles, les tiges vertes, ça l'intéresse aussi? C'est une bonne question, puis j'ai peut-être passé un peu vite. Là, en fait, le fulgure, les premiers stades larvaires, en fait, les stades larvaires sont plus flexibles sur leur nourriture, donc vont pouvoir se retrouver sur plein d'autres différents et vont se nourrir principalement sur des tissus plus tendres. Donc, vont aller plus au niveau des feuilles, des pétioles, les tissus verts, si on veut dire. Alors que les adultes, eux, vont vraiment être plus spécifiques sur l'autre. Donc, vont cibler, par exemple, les autres qui leur permettent justement d'atteindre le stade adulte, notamment la vigne, puis vont aller plus dans les endroits qui sont ligneux. Donc, c'est ça, que de l'écorce. C'est une question, c'est une question de pression de sève. En fait, c'est pour ça qu'ils vont surtout sur les troncs. Tout ça, les adultes, c'est que ça leur prend probablement une bonne pression de sève dans l'arbre pour être en mesure de se nourrir. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci beaucoup. Je vais juste prendre quelques questions dans le clavardage. Jean-Philippe, il y avait une question, est-ce que le fulgure survit à nos hivers? Je pense que tu as quand même assez bien répondu.
Moi, j'aurais une petite précision à te demander parce que, tu sais, en viticulture au Québec, plusieurs viticulteurs utilisent des toiles géotextiles quand même pour protéger les vignes durant l'hiver. Tu sais, les cépages principalement qui sont peut-être moins tolérants ou les hybrides, certains hybrides. Est-ce que les toiles deviendraient favorables au fulgure aussi à sa survie durant l'hiver? J'ai pas la réponse officielle, mais j'aurais tendance à dire que oui. C'est sûr que si on protège les plants puis que les œufs se retrouvent dans un environnement qui est protégé des extrêmes, qui va avoir des températures froides moins longues, c'est sûr que oui, ça augmente le risque de survie. OK. Mais j'avais une autre question dans le clavardage. Est-ce qu'on sait si les masses d'œufs ont été observées au Québec ou si ce sont juste des observations d'adultes, de larves ou de nymphes? C'est seulement, à moins qu'il y en ait que je ne suis pas au courant qui ont eu lieu récemment, mais c'est moi ce que j'ai entendu, puis les observations sur le site de l'agence, à mon souvenir, c'est seulement des larves et des nymphes et des adultes. Donc, j'ai pas vu de masse d'œufs qui ont été rapportés. D'accord. Il y a Jamel et Salami qui avaient une question. Jamel, je vais t'autoriser à ouvrir ton micro. Voilà, c'est fait. Merci Caroline. Juste une question par rapport à la carte d'infestation là, ou de distribution aux États-Unis. On voit au sud du lac Ontario, c'est écrit infestation aux États-Unis. Ça veut dire quoi infestation? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup ou juste un ou deux parce que c'est juste de l'autre côté, on a Niagara, on a toute la vigne et on n'a pas encore capturé. Je comprends pas de l'autre côté infestation. Chez nous, il n'y a rien. Est-ce qu'on fait pas bien le dépistage ou Infestation, c'est vraiment qu'il y a une population établie. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une infestation dans le sens de catastrophique, mais ça veut dire qu'il y a des populations établies qui se reproduisent, qui sont capables de faire leur cycle annuellement. Puis la question est bonne, puis tu sais, en Ontario, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans le sud de l'Ontario parce que c'est ça, ils ont des landes glanduleux dans ce coin-là, puis ils font du dépistage activement. Puis ils en trouvent pas, mais ils ont beaucoup d'interceptions qui traversent justement les ponts dans ce coin-là, tout ça. Mais ils n'en ont pas trouvé. Là, puis je pense pas que. C'est ça, je pense que c'est. Mais j'aurais tendance à dire que c'est une question de temps quand même pour le sud de l'Ontario. Si j'avais à parier, je dirais que je m'attends plus à se voir une population s'établir au sud de l'Ontario rapidement que, mettons, au Québec. Mais là, on ne sait jamais, là, tout peut arriver, mais eux sont clairement plus à risque que nous actuellement. Ah, ok, parfait. Merci. Merci, Jean-Philippe. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Donc, Karine, je ne sais pas si tu veux y aller avec le... Ah, attends, j'ai une petite question de M. David Lewis. Je vais autoriser le micro. Donc, M. Lewis, vous pouvez ouvrir votre micro. On ne Monsieur vous entend Lewis? pas, M. Lewis. Oui, peut-être vous devez activer votre micro de votre côté Ah, sur votre allô? ordinateur. Oui, Que ça fonctionne? OK, parfait. oui, ça fonctionne. Dans le fond, on a une question à savoir qui est dans le chat aussi, là. Est-ce que le fulgure, si on met nos filets anti-insectes, est-ce qu'il va être quand même présent dans la vigne avant le moment où est-ce qu'on met là, les filets à la véraison, puis ça ne sert à rien comme élément de lutte à cet insecte-là, ou ça pourrait être une solution, les filets anti-insectes là, pour lutter contre le fulgure dans la vigne? C'est sûr que considérant qu'on n'a pas le fulgure actuellement, c'est sûr que je dirais que oui, ça peut être une bonne option. Puis encore là, une des méthodes de lutte, c'est aussi la destruction mécanique des œufs. Par exemple, aux endroits où il y en a, ils font un dépistage des œufs puis ils grattent les masses d'œufs. Donc, j'aurais tendance à penser que ça serait une bonne technique par exemple, à l'automne, de faire une inspection visuelle des plants alors quand on fait les tâches à l'automne, tout ça, de gratter les masses d'œufs si on en voit. Puis là, actuellement, je ne pense pas que vous allez voir des masses d'œufs en tout cas, j'espère que non. Mais
mettons qu'on était dans un endroit où il y en a, de gratter les masses d'eau, puis après ça, d'utiliser des filets pour la période où il y a des filets à utiliser. Oui, je pense que ça serait clairement une bonne solution. Là. OK, En tout cas, je merci. pense pas que ça Fait que favoriserait. Je pense pas que ça favoriserait, en tout cas, ou que ça aggraverait la problématique advenant le cas où il y aurait du Fulgore ici. OK, fait que dans le fond, merci. Puis aux États-Unis, actuellement, où c'est des problématiques dans la vigne, ce qu'ils font comme solution pour lutter contre le Fulgore, c'est ça, là, c'est qu'ils grattent les œufs sur l'écorce de la vigne puis mettent des filets. Ouais, on se cachera pas que la principale méthode qu'ils utilisent, c'est les insecticides actuellement. Là. Ils ont quand même des molécules qui sont homologuées contre ça, puis aussi, eux, ils ont la problématique de l'élande glanduleux. Donc, il y a aussi beaucoup de... mettons un vignoble qui a de l'élande, il va essayer d'enlever le plus possible l'élande glanduleux de son entreprise pour limiter le plus possible que le Fulgore ait accès à l'élande qui est quand même son hôte parfait pour lui. Donc, c'est principalement ça qu'ils font, mais il y a aussi, oui, la destruction mécanique des œufs est OK. Fait que dans c'est principalement ça. vignoble avec moins d'intervention plus conventionnelle, ça serait plus mécanique, là, les traitements qu'on pourrait faire. Oui. Puis encore là, c'est ça, là, c'est. Si le Fulgore ou quand le Fulgore, parce que je pense qu'éventuellement il va en avoir, là, mais j'aurais tendance à penser que les populations vont être quand même relativement faibles puis assez bien gérables pendant un certain temps. C'est comme une hypothèse, mais c'est ça, je pense que de commencer avec justement des méthodes premièrement de dépistage, le jour où on sait qu'on en a, par exemple, de dépister ces vignes, de s'assurer qu'on voit les masses d'œufs, les détruire, des choses comme ça. Probablement, puis encore là, c'est des hypothèses, mais probablement que ça serait quand même suffisant au début, mais là, je ne vois pas l'avenir, mais j'aurais tendance à penser que oui, les méthodes qui pourraient être mises en place ne seraient pas nécessairement obligées d'être de la grosse lutte chimique dès le début. Là. Puis j'aurais même tendance à penser, puis à favoriser des méthodes un peu plus écologiquement acceptables pour essayer de ne pas briser les ennemis naturels, de ne pas trop perturber les ennemis naturels qui pourraient éventuellement prendre aussi une part importante, les champignons entomopathogènes, des choses comme ça. Au Québec, on a quand même prouvé avec le puceron du soya qu'en étant moins agressif dans les premières années de l'infestation, on a permis de maintenir des populations d'alliés pour le puceron qui, avec le temps, ont montré qu'au Québec, nos alliés contrôlent beaucoup plus efficacement les invasions de pucerons du soya que, par exemple, aux États-Unis, où quand c'est arrivé le puceron du soya, ils ont tout de suite utilisé des méthodes de lutte très agressives, puis ont détruit toute l'écologie, si on veut, là, qui aurait pu leur être utile pour lutter contre le puceron. Donc, c'est un peu la même. J'aurais tendance à dire que c'est quand même une bonne approche d'y aller avec des méthodes un peu plus. À moins que la situation l'exige, bien évidemment, mais si c'est possible, d'y aller avec des méthodes un peu plus mécaniques, plus alternatives ou autres, c'est ce que je préconiserais. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on aurait fait le tour des questions. J'ai encore une autre question. Le webinaire sera long, mais c'est correct. Je vais y aller. Je pense que Jamil, votre micro est déjà ouvert. Oui. C'est autorisé. Désolé, question de dernière minute. Pas de problème. Je me suis rappelé que je pense que ça vient de la Chine et là-bas sur place, je pense qu'ils utilisent des guêpes ou tout ça. Est-ce qu'on songe à se préparer en introduisant ces guêpes ou ça se fait pas ou il faut attendre qu'ils soient ici ou je sais que c'est assez efficace. Les guêpes, c'est déjà utilisé là-bas. Les guêpes parasitoïdes. Ouais, oui, effectivement, c'est sûr que là-bas, il y a des ennemis naturels qui sont présents. Là, actuellement, pour le Fulgore, j'avoue que j'ai rien vu sur des parasitoïdes du Fulgore. Mais tu sais, c'est ça, là, je suis pas certain. Mais c'est sûr que pour introduire des ennemis naturels, c'est vraiment
C'est des grosses recherches à faire pour s'assurer que ça n'a pas d'impact sur les populations ici, que ça ne va pas nuire à d'autres, comme par exemple, on peut penser à la coccinelle asiatique qui comme prend la place des coccinelles indigènes, des choses comme ça. Donc, actuellement, c'est sûr que qu'est-ce qu'on espère toujours dans ces situations-là, puis ça a été le cas par exemple avec la punaise marbrée, c'est qu'un jour, il arrive un fulgare qui a un ennemi naturel sur lui, puis qui est détecté, qu'on détecte naturellement cet ennemi naturel-là dans notre environnement, puis du moment où il est détecté, ben là, c'est plus facile de faire de la recherche pour développer cette méthode de lutte-là, parce que là, il est considéré comme présent. Mais l'introduire, d'aller le chercher là-bas, puis de l'introduire ici, ça, c'est quand même des choses qui demandent beaucoup de recherche, puis qui sont... Ça se fait encore, mais c'est vraiment plus réglementé, puis c'est plus difficile. Là. Souvent, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a dans l'environnement immédiat ou qu'est-ce qu'on a dans notre environnement de façon indigène pour, après ça, essayer de voir est-ce qu'il y a moyen de favoriser ces ennemis naturels-là. Ok, parfait, merci. Et on avait un petit dernier commentaire de M. Fabien Gagné qui disait que pour le futur, il aimerait bien voir comment va se synchroniser les premiers stades du Fulgore avec le phylloxéra, dans le fond, probablement au niveau du premier stade de développement. Là. Donc, c'est ça au niveau des nymphes, j'imagine, là, l'arrivée des nymphes pour entre autres, probablement pour contrôler avec des huiles ou. Ouais. Effectivement. Alors, Karine, je te laisserai le mot de la fin. Et merci à vous tous d'avoir été présents en si grand nombre. Merci pour vos questions. Merci à Jean-Philippe pour la belle présentation et les nombreuses réponses. Donc, encore une fois, merci de votre présence. Puis, on se revoit le 11 mars prochain. Bonne fin de journée.